Bonjour, donc on recommence la journée on continue la journée avec une session sur les données massives en sciences humaines et sociales. Donc c'est organisé sous forme d'une table ronde que va animer Paola Tubaro, qui est chargée de recherche CNRS au LRI, le laboratoire de recherche en informatique à l'université Paris-Sud Paris-Saclay, et qui présentera ensuite les intervenants de cette table ronde. Merci Christine de cette introduction et merci aux organisateurs de nous avoir invités. Donc on va aborder cet après-midi, en ce début d'après-midi, la question des données massives en sciences humaines et sociales. Donc quels sont les avantages, les enjeux, les pratiques, les défis peut-être. Donc je vais faire juste une courte introduction avant de passer la parole à nos invités, en rappelant quelques avantages, mais aussi quelques défis qui sont liés à l'usage de ces données en SHS, sachant que maintenant, on est déjà plusieurs années dans l'expérimentation. Ce n'est plus quelque chose qui relève des possibilités d'avenir, mais des pratiques qui sont bien en route et sur lesquelles on peut déjà commencer à faire des premiers bilans. Donc déjà, on a vu des nouveautés positives, des enrichissements qui viennent de l'usage de ces nouvelles données dans nos recherches. Je vais faire juste deux exemples, qui sont juste deux exemples parmi d'autres, de recherches qui ont été enrichies de cette manière-là. Un premier, c'est un travail de recherche de Marie Bergström, qui est une chercheuse à l'INED et qui s'est intéressée à la mise en couple et en particulier à la question de l'écart d'âge entre l'homme et la femme. Il se trouve que c'est un constat très général de trouver qu'en général, dans les couples hétérosexuels, l'homme est plus âgé que la femme. Et elle trouve que les données d'enquête qui sont classiquement utilisées pour étudier ces questions, elles n'apportent pas vraiment des réponses. Pourquoi ? Parce que les couples sont enquêtés après coup. C'est-à-dire, une fois que la relation s'est formée, elle est en route, ils se sont mariés, ils ont peut-être des enfants, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va regarder les données d'un site de rencontre sur Internet pour voir la mise en couple en train de se faire. Et là, elle voit effectivement d'autres choses que les enquêtes ne révèlent pas. Et notamment, elle peut comparer les préférences affichées au départ par les uns et les autres et le résultat à la fin et voir comment, en fait, ce sont des agencements, des négociations parfois complexes, parfois des renonciations à des préférences initialement exprimées qui aboutissent finalement à un résultat. Et c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas voir autrement et qui donc a apporté un plus à une recherche qui restait, un point qui restait mal expliqué auparavant. Autre exemple qui relève cette fois-ci de l'économie, c'est la prévision en temps réel des données macroéconomiques, donc en particulier penser le PIB. Il est très important pour les dirigeants, les pouvoirs publics de pouvoir avoir des données très vite pour pouvoir réagir si besoin. Mais le problème est que l'information macroéconomique, elle est disponible avec un certain retard. Il faut du temps pour collecter les données, pour les traiter, pour s'assurer qu'elles sont propres et pour calculer les indicateurs qu'il faut. Donc généralement, elles sont publiées sur une base trimestrielle et encore, il faut après les corriger sur base annuelle après un certain temps. Et donc, un groupe de chercheurs, dont Anna Simoni du CREST à l'INSAE, ont essayé de voir si on pouvait améliorer la prédiction en utilisant, en plus de ces données classiques, on va dire, des données tirées des recherches Google. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent nous donner un signe de la tendance et on peut les collecter en temps réel et voir si elles nous aident à anticiper un peu la prévision. Et en fait, elle trouve que ça, c'est un travail en cours qui n'est pas encore, je crois qu'il n'est pas encore publié, mais il trouve effectivement qu'en intégrant ces données-là aux données plus classiques, on arrive à avoir des prévisions fiables beaucoup plus vite et donc à améliorer en fait la disponibilité d'outils pour la politique économique.
Ce sont juste 2 exemples parmi d'autres. J'ai choisi, peut-être pas par hasard, 2 chercheuses françaises, mais on pourrait les multiplier. Il y a en effet beaucoup de potentiel qui est parfois déjà bien exploité. Il y a aussi, il faut quand même le mentionner brièvement, l'ouverture à des nouvelles méthodes qui s'appliquaient classiquement pas en sciences sociales, en sciences humaines et sociales. Je pense notamment au machine learning et à toutes les méthodes relevantes de l'intelligence artificielle qui commencent aussi à être appliquées et à améliorer ou à enrichir en fait notre répertoire d'outils d'analyse quantitative et donc en permettant de faire des choses qu'on ne faisait pas ou qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc on a des données en plus, des informations en plus, des instruments en plus. Il y a toutefois, enfin tout n'est pas parfait, évidemment, vous vous en doutez, il y a aussi des complications qu'on a commencé à constater depuis désormais un certain temps. Et alors, il y a déjà un enjeu qu'on peut mentionner et que vous imaginez sûrement parce qu'on en a parlé ce matin, c'est tout ce qui relève de la protection des données personnelles et de la vie privée. C'est vrai, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont des questions qui se posent également pour les données que j'appelle classiques, mais qui sont en fait en sciences sociales des données principalement d'enquête, ou voire plus récemment des données administratives. Là aussi, on a le souci de l'information personnelle à protéger, pareil. Mais on avait quand même un éventail des méthodes, peut-être plus ou moins parfaites, mais qui nous permettait au moins d'avoir un ensemble de bonnes pratiques, peut-être à améliorer ou à perfectionner, mais au moins des repères. La recherche d'un consentement en particulier, l'anonymisation, même si on a vu qu'elle a des limites, fait partie de l'ensemble d'outils qu'on savait utiliser. Alors là, on a des données différentes et qui posent des problèmes en partie différents. Souvent, surtout au début, ça arrivait de trouver des chercheurs et des étudiants qui croyaient, par exemple, que récupérer des messages postés en ligne, imaginez Twitter, ça allait de soi parce que de toute façon c'est public. Et en fait, on s'est rendu compte, après un peu de pratique, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'en fait les gens ne communiquent pas sur ces outils comme le président de la République communiquerait à la nation, à la télé, et que ce sont des messages destinés à des groupes particuliers, qu'en fait, on est dans des bulles sur Internet, comme on l'a dit parfois, et donc, c'est pas forcément la même chose, l'intention n'est pas de faire la même chose qu'une véritable communication publique, et que donc, il faut mettre en œuvre des précautions avant de se servir de ces données, pour lesquelles qu'en fait on va détourner pour une finalité différente de celle qui avait été prévue, envisagée par la personne concernée au départ. Et donc il y a toute une série de réflexions qui sont en cours, qui se développent sur justement quelles sont les conditions sur lesquelles on peut utiliser des données extraites du web qui peuvent être des données personnelles ou qui peuvent toucher avoir des effets sur les personnes. Et donc, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et ce n'est pas forcément les mêmes qu'on connaissait déjà. Il faut en fait prendre en compte une possibilité, par exemple, augmenter, de croiser les données ou de leur faire dire des choses qui n'étaient peut-être pas dans les intentions de départ, mais que sur la base d'une série d'analyses peuvent apparaître. J'ai en tête, par exemple, la possibilité d'inférer des orientations politiques à partir des pratiques de retweet ou de like ou d'usage, on va dire en général, des médias sociaux et qui peut effectivement attribuer à quelqu'un une orientation politique qui est donc, on l'a vu, une donnée non seulement personnelle mais aussi sensible. Au-delà des intentions et peut-être même des vraies croyances de la personne. Donc voilà, tout un chantier des questions qui se posent. Autre série de défis
que je vois, c'est que données massives, ça ne veut pas nécessairement dire données abondantes pour tout le monde. Ces bases de données sont bien larges, elles ne sont pas pour autant aisément accessibles à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de ces données sont la propriété privée d'entreprises qui les gardent jalousement, parce que ça fait pour elles un avantage concurrentiel de les avoir à disposition. Et donc, l'accès aux chercheurs, il faut voir sous quelles conditions il est garanti ou il ne l'est pas. Si je pense, j'ai fait l'exemple de Twitter tout à l'heure, il y a quelques années, Twitter a commencé à restreindre en fait les possibilités d'accès à ses propres données gratuites, évidemment. Ça peut être fait de manière payante. Et du coup, en fait, cela se traduit non pas donc en un manque de données, mais en une inégalité d'accès entre, d'une part, les chercheurs du public et du privé, et d'autre part, même au sein du privé, les grandes entreprises du numérique multinationales et les petites, qui éprouvent parfois les mêmes types de problèmes. Donc avoir accès en fait à ces données qui peuvent nous apporter quand même beaucoup pour nos recherches peut être un problème, et notamment pour la recherche publique. J'ai fini avec un dernier défi qui est celui du besoin d'une adéquation, un instrument en capacité et en compétence. Pour utiliser ces données, il faut une capacité de stockage et de traitement, de calcul adéquate, qui n'est pas forcément la même qu'on pouvait avoir à notre disposition pour faire des enquêtes. Et il faut être en mesure d'utiliser les techniques d'analyse et de gestion de ces bases de données, qui ne font pas partie de la formation type du chercheur en sciences sociales de toutes les disciplines. Donc, c'est créer en gros de nouveaux besoins en formation et en infrastructure, en outillage. Et d'ailleurs, ces derniers ne sont pas non plus spécifiques aux sciences sociales parce que en informatique aussi, il y a le problème de l'accès à des capacités de calcul conséquentes. Et c'est, si vous pensez au rapport Villani sur l'intelligence artificielle de l'année dernière, c'est l'un des défis qui a été relevé, qui a été constaté, le fait que les moyens, en ce sens, des chercheurs publics sont plus faibles que ceux des grandes entreprises type Google, type Facebook, qui ont notamment des supercalculateurs beaucoup plus performants à leur disposition. Donc, voilà, pour résumer, je vois dans toute cette histoire des gros avantages, parfois déjà bien visibles, parfois encore à l'état de potentiel, mais aussi toute une série de défis qui commencent à être adressés, mais qui ne sont pas forcément complètement réglés, et dont je voudrais inviter nos intervenants à cette table ronde je voudrais les inviter à commenter. Et donc, je commencerai par une question pour Mélanie Clément-Fontaine, qui est juriste et professeure de droit à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et qui dirige un laboratoire aussi. Et donc, je ne vais pas parler du tout de droit là-dedans, parce que ce n'est pas dans mes compétences. Et donc, je voudrais lui demander de dire quelque chose, selon elle, sur la manière, déjà, comment, en fait, qu'est-ce que le chercheur a le droit de faire, en fait. Si, par exemple, on se retrouve à vouloir avoir accès à une base de données qui nous intéresse pour notre recherche, ou à devoir négocier avec une plateforme, qu'est-ce qui est derrière nous, en fait, qu'est-ce qui protège ou favorise ou aide la recherche? Bien, la question est vaste, hein. Nous n'allons pas l'épuiser en quelques mots, mais ce que l'on peut déjà préciser, c'est qu'avant tout traitement, il faut une base juridique. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un fondement juridique du traitement qu'on souhaite faire, et ces fondements juridiques, eh bien, ils sont listés. Alors ça peut être le consentement de la personne dont on traite les données, ça peut être aussi la nécessité de l'exécution d'un contrat qui justifie le traitement de données, ou le traitement peut être aussi nécessaire pour répondre à une obligation légale.
Il y a également le fait de pouvoir se prévaloir d'un intérêt essentiel à la vie d'une personne qui justifierait un traitement, ou encore lorsque le traitement est nécessaire aux fins d'intérêt légitime. Alors c'est encore une notion assez large. Une fois que l'on a déterminé le fondement juridique du traitement que l'on souhaite faire, eh bien, il va falloir ensuite répondre à certains principes qui sont là aussi énoncés par les textes. Alors, il a été dit que effectivement, nos moyens maintenant de traitement sont beaucoup plus importants, ne cessent d'augmenter. Donc, ce domaine a été profondément réformé au niveau européen, puisqu'on a un paquet de ce qu'on appelle le paquet de protection des données à caractère personnel, constitué d'un règlement dont on a parlé ce matin, mais aussi d'une directive sur le pan pénal. Au niveau interne, eh bien, on a la loi de 78 qui a été réformée récemment, en 2018, et puis encore plus récemment par une ordonnance. Donc ces textes énoncent des principes, et notamment, eh bien, il va être imposé aux responsables de traitement et aux sous-traitants certains principes directeurs tels que le principe de finalité. C'est-à-dire qu'il va falloir préciser pourquoi l'on souhaite traiter ces données. Et il va falloir aussi répondre à un principe de proportionnalité, c'est montrer que la manière dont on va les traiter est proportionnelle au but poursuivi, qu'on va conserver ces données pour une durée qui se justifie par cette finalité, et encore qu'on va assurer la sécurité de ces données afin qu'elles ne soient pas divulguées à des tiers qui n'auraient pas pris de tels engagements. Donc il y a ainsi des réflexes à avoir déjà, et c'est les deux premiers réflexes, donc trouver une base légale au traitement que l'on entend et répondre à des principes. Et puis de là en découle aussi le respect des droits des personnes concernées, c'est-à-dire des personnes dont les données vont être traitées. Alors le chercheur doit avoir cette préoccupation lorsqu'il lui-même souhaite traiter des données. Et puis il y a un second temps, parce qu'on parle aujourd'hui aussi d'éthique, c'est le temps où le chercheur crée quelque chose, un service, un objet qui va nécessiter le traitement de données. Alors on peut penser à tous les objets connectés qui sont créés par des chercheurs et qui vont, par les usagers, nécessiter le traitement de données, et notamment le traitement de données des personnes qui vont utiliser ces objets connectés. Et là, c'est intéressant, et je renvoie aux travaux de la CNIL, de voir que c'est l'utilisateur, à ce moment-là, qui doit prendre ses responsabilités aussi, et pour se préserver, parce que si lui-même n'est pas vigilant, eh bien, effectivement, il peut y avoir une fuite de ces données et peut-être des répercussions négatives. Et il y a un des sujets qui est traité dans un des rapports de la CNIL sur les jouets connectés, que je trouve très intéressant, puisqu'au-delà des risques que l'on connaît de sécurité, etc., il y a le risque aussi du rapport entre l'enfant et le parent, puisque le parent va avoir accès à des données très intimes de l'enfant, et cela a une incidence importante. Et donc, il y a une liste de recommandations qui est faite, et notamment une liste qui conduit à fournir une adresse mail qui est spécifique à cet usage, de fournir un pseudonyme plutôt que son nom, etc. Et je trouve ça très intéressant parce que dans mes travaux de recherche sur la protection des données à caractère personnel, il y a une chose qui m'apparaissait peut-être utile dans cette démarche de protéger l'individu, c'est de fractionner finalement ce que l'on donne de soi. Ce que j'ai appelé les personnes d'affectation, c'est-à-dire que l'on est connu pour telle activité à travers telle donnée, mais on n'est pas obligé de livrer toutes les données.
Et donc, peut-être qu'en poussant un peu plus loin cette thèse, eh bien, on en arrivera même à protéger la possibilité, effectivement, de fractionner ces identités. Alors, voilà les deux pans, c'est-à-dire que est-ce que c'est aux chercheurs de s'auto-limiter dans les produits qu'il offre et qui entraînent des risques quant à la protection des données à caractère personnel, ou est-ce que c'est à l'usager de prendre ses responsabilités et de prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Mais le point de départ, évidemment, repose sur les principes qui s'imposent à tout responsable de traitement ou de sous-traitant. Merci beaucoup Mélanie. Et puisque vous avez mentionné la CNIL, donc j'enchaîne tout de suite en posant une question à Sophie Vuillet-Tavernier, qui est la directrice des relations avec les publics et la recherche de la CNIL, pour lui demander justement donc quel est le point de vue de la CNIL sur tout cela, quels sont, est-ce qu'il y a des lignes guides pour nous les chercheurs, quels peuvent être les grands principes ou les repères qu'on peut utiliser pour nous orienter. Oui, merci Paola. Juste un point pour dire tout d'abord que le RGPD, donc je pense que vous avez tous entendu parler, le règlement européen sur la protection des données, certes rappelle les grands principes que vous avez évoqués, qui ne sont pas nouveaux, hein, le principe de finalité, de pertinence, depuis la loi de 78 et même avant, vous aviez, si je puis dire, à respecter ces principes. Mais au-delà, je dirais peut-être pour la première fois, un texte européen sur la protection des données personnelles prend en compte les spécificités de la recherche, puisqu'il y a une disposition tout à fait importante qui est l'article 89 de ce RGPD qui prévoit que, par principe, si je puis dire, les données personnelles peuvent être réutilisées à des fins de recherche scientifique, historique et à des fins statistiques. C'est-à-dire que la réutilisation des données n'est pas jugée comme étant une finalité incompatible. Et ça, c'est quand même un signal fort qui est donné par ce texte européen. Au-delà de ça, il y a également des dispositions qui prévoient, sous certaines conditions, des possibilités d'adaptation, voire de dérogation, entre guillemets, aux obligations d'information qui incombent aux responsables de traitement, aux responsables de la recherche. Donc, faut bien avoir à l'esprit qu'il y a, je dirais, des spécificités du monde de la recherche qui ont été reconnues dans ce texte européen. Au-delà de ça, il y a des problématiques spécifiques qui demandent quand même à être réglées de façon plus précise. C'est la raison pour laquelle la CNIL a engagé déjà depuis plusieurs mois une concertation avec les milieux de la recherche sur la question très spécifique que vous avez évoquée, Paola, en préambule, la question de la réutilisation des données issues du web, issues des réseaux sociaux à des fins de recherche. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on est face à des gisements de données qui sont très intéressants pour la recherche, mais à prendre aussi avec précaution, parce que ces gisements de données, il faut aussi s'intéresser à la qualité des données qui sont sur le web. S'agissant de cette réutilisation des données, qui sont des données personnelles, eh bien, ce n'est pas parce qu'elles ont été rendues publiques, entre guillemets, sur le web, effectivement, que pour autant elles ne bénéficient d'aucune protection. Donc, la CNIL, confrontée au travers de plusieurs projets de recherche sur l'utilisation notamment des tweets, ou dans le cadre, par exemple, certains projets CNRS sur l'analyse justement des processus de radicalisation utilisant des données des réseaux sociaux, s'est penchée donc sur ces questions. Et je dirais qu'il y a plusieurs points alors juridique, mais moi que je qualifierais de juridico-éthique, parce que quand on parle protection des données, c'est pas simplement du juridique ou du technique, mais c'est aussi de l'éthique. Sur le premier point qui nous apparaît important de souligner, c'est la question que vous évoquiez de la base légale. Et pour nous, il nous semble qu'il y a 3 bases légales, entre guillemets, qui peuvent être invoquées lorsqu'on met en place des traitements de données personnelles dans le domaine de la recherche. C'est le premier point, bien évidemment, le consentement des personnes, mais le consentement ne constitue pas la seule base possible. C'est-à-dire que si, pour certaines raisons, ou si, en fonction des finalités de la recherche, il n'est pas possible de recueillir le consentement, il y a d'autres bases qui peuvent être invoquées, et notamment l'intérêt public. Une recherche qui, du point de vue de sa finalité, revêt un intérêt public, conduit à prendre en compte le fait qu'il n'y a pas obligation de recueillir le consentement de la personne. Ça, c'est vraiment un point important, parce qu'on peut considérer que, notamment,
les recherches qui sont diligentées par les organismes publics de recherche, et au premier chef le CNRS, il y a, comment dire, une présomption d'intérêt public qui est sous-jacente à la réalisation de ces recherches, du fait même qu'il s'agit du CNRS. Troisième base légale qui peut aussi être invoquée, c'est l'intérêt légitime que vous avez évoqué, parce que dans bien des cas, je pense notamment à des partenariats publics-privés, eh bien, il y a un intérêt bien compris, un intérêt légitime à conduire des recherches en partenariat et qui ne revêtent pas forcément un intérêt public, mais qui revêtent un intérêt légitime pour le développement de la recherche. Donc ces bases légales, elles peuvent être invoquées. Deuxième point, c'est la notion de données sensibles. Vous savez que dans le RGPD, comme dans la loi informatique et liberté antérieure, il y a certaines catégories de données qui sont jugées plus sensibles que d'autres et dont en principe, le traitement est interdit, sauf un certain nombre d'exceptions. Donc ces données, c'est bien sûr les origines raciales ou ethniques supposées des personnes, c'est également les données de santé, c'est la vie sexuelle, c'est également aujourd'hui, c'était également les données, c'est également les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, et c'est maintenant aussi les données biométriques et les données génétiques. Donc il est évident qu'en matière de recherche en sciences sociales, ces données sont fortement, si je puis dire, mobilisées. Parmi les exceptions possibles à l'interdiction de traitement figure cette exception qui est le fait que les données aient été manifestement rendues publiques par la personne. La question se pose de savoir si lorsque on poste des informations, des photos, etc. sur un réseau social, on considère que ce sont des données manifestement rendues publiques. Sur ce point, la CNIL prendra prochainement position, je vais expliquer pourquoi. On pourrait considérer qu'effectivement, on est dans le cadre des données manifestement rendues publiques, donc n'exigeant pas un recueil du consentement des personnes, si il s'agit de données pour lesquelles la personne n'a pas mis en place de paramètres de confidentialité permettant de réserver l'accès à ces informations à un public restreint. Le troisième motif qui peut être invoqué, c'est le motif d'intérêt public important, donc qui peut être aussi invoqué. Et également, il y a une dérogation possible aussi en faveur de la recherche, donc les traitements nécessaires à la recherche publique, qui peuvent permettre sous certaines conditions le traitement de données sensibles, sous réserve d'un avis de la CNIL. Et puis le dernier cas, c'est bien sûr le consentement express des personnes. Donc, dérogation possible à cette interdiction de traitement. Donc, s'agissant de l'utilisation des données des réseaux sociaux, on est dans ces cas de figure-là. Voilà ce que je voulais dire donc, sur les principaux points juridiques qui se posent. C'est là, alors, j'ai évoqué le fait que la CNIL prendra prochainement position. Donc, nous avons engagé donc, cette démarche de concertation avec les chercheurs. Ça s'est traduit notamment par une consultation qui a été faite alors, auprès, je dirais, de milieux restreints, mais très experts de la recherche, et Paola au premier chef, donc pour avoir leur avis, leur opinion sur ce sujet. Donc, ça a donné lieu ensuite à une communication qui est passée en séance plénière de la commission. Et donc très prochainement, donc fin mai, la position de la CNIL sera a priori définitivement arrêtée et ensuite soumise à consultation publique. Donc nous allons en principe ouvrir une consultation, donc en direction notamment des chercheurs, accompagnés également de courriers qui seront adressés, je dirais, aux têtes de réseaux de recherche. Et ceci devrait conduire également à la diffusion de conseils sur notre site pour rappeler, je dirais, des principes de base à respecter lorsqu'on met en place des traitements de données à des fins de recherche. Voilà. Merci beaucoup, c'est très utile. Je voudrais maintenant poser une question à Roxane Silberman, qui est directrice de recherche émérite au CNRS et conseillère scientifique du CASD, le Centre d'accès sécurisé aux données. Comme Roxane a travaillé sur ces questions d'accès aux données pendant longtemps, sur des données de différents types d'ailleurs, quelles sont les continuités, mais aussi les différences que vous voyez aujourd'hui pour ces données-là par rapport aux données sur lesquelles on a déjà travaillé par le passé, les données d'enquête, les données administratives, des santé peut-être?
Merci Paola et merci de m'avoir invitée. Je voudrais d'abord commencer par poser quand même un cadre. Alors, je suis très contente d'intervenir juste après Sophie et également la précédente intervention parce qu'on a beaucoup parlé des données personnelles, c'était le cas aussi ce matin. Je voudrais quand même rappeler que quand on parle des données massives, je vais revenir aussi sur une caractérisation de ces données, il n'y a pas que les données personnelles. Alors évidemment, c'est un gros problème et de ce point de vue-là, il faut rappeler qu'on ne part pas de rien, hein, Sophie l'a rappelé, donc il ne faut pas réinventer la roue, même si en même temps, incontestablement, il y a des problèmes nouveaux qui se posent, effectivement. Mais il y a quand même des tas d'autres données. Donc d'abord, je dirais, il y a ces données individuelles. Dans les données individuelles, il y a les données personnelles, mais il y a aussi toutes les données des entreprises, des personnes morales. Puis il y a des données macro aussi. Et la caractéristique quand même importante de ça, c'est que quand on parle des données massives, on a affaire à des détenteurs de ces données qui ne sont plus les détenteurs habituels que les chercheurs avaient, c'est-à-dire effectivement, c'est pas les données des chercheurs, c'est pas les données de la statistique publique. Alors on avait quand même des données aussi d'acteurs privés, les chercheurs ont utilisé en sciences sociales les données des entreprises, hein, c'est pas la première fois aussi, mais aujourd'hui effectivement on a des acteurs nouveaux avec ces plateformes. Et qui sont des acteurs privés, en plus des acteurs américains, internationaux, enfin voilà. Donc, je veux dire, il faut vraiment avoir ça en tête quand on parle des données massives. Le deuxième point, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui est important aussi quand on parle des données massives. C'est pas simplement qu'elles sont énormes. Les données administratives aussi sont fortes. D'ailleurs, souvent on dit, c'est pas toujours très clair, est-ce que les données administratives c'est des données massives ou pas. Bon, moi je parle essentiellement des données web, effectivement, et leurs caractéristiques ou des données, pas simplement web, mais quand on pense à celles des opérateurs téléphoniques ou des supermarchés, c'est des données qui changent très vite en continu. Et ça pose aussi des problèmes un peu différents, parce que quand on va venir au problème de la reproductibilité, par exemple, ben, c'est un problème. Et il faut se rappeler quand même, alors pour venir à cette question de l'accès aux données, dont je me suis pas mal occupée, mais par rapport aux chercheurs et par rapport beaucoup à la statistique publique et aux données administratives, c'est que la question de l'accès des chercheurs, c'est pas simplement, alors évidemment, il y a des sources de données extrêmement intéressantes pour la recherche. Deux, si on les utilise, bah, c'est un principe de la science elle-même, et en fait, bon, l'open data, les principes FAIR, etc., c'est pas non plus complètement nouveau, même s'il y a des nouveaux acteurs. Il faut qu'on puisse reproduire, donc c'est la reproductibilité, ça veut dire disposer d'exactement la même source de données pour faire tourner les codes et voir si effectivement on obtient le même résultat, et la réplicabilité qui est autre chose, qui est pouvoir sur ces données-là utiliser une autre méthode, ce qui est un peu différent aussi. Mais dans les deux cas, il faut avoir la même base de données. Et il n'y a pas simplement un problème de on a parlé ce matin des problèmes d'anonymisation éventuelle. Effectivement, là, ça poserait un problème. S'il y a un problème de confidentialité, mais c'est aussi est-ce que ce sont les mêmes données ou pas. Et avec le machine learning aussi, pas complètement clair qu'on va exactement travailler sur les mêmes données non plus. Hein. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose effectivement de voilà. Alors après. Est-ce qu'on est dans la continuité des différences? Évidemment, non. À la fois, il y a des problèmes qui ne sont pas nouveaux, c'est-à-dire le problème d'accéder aux données, de partager les données, il est quand même très ancien, effectivement. Mais le fait de devoir à la fois reproduire, répliquer, etc. En même temps, on a quand même gagné de l'expérience. Si aujourd'hui, Sophie dit qu'effectivement, il va y avoir une concertation avec les chercheurs, je pense qu'en 1978, on n'était pas du tout dans ce contexte-là. Donc, c'est quelque chose qui a été construit. Il a fallu du temps, d'ailleurs, pour que les chercheurs s'intéressent à la question, s'organisent, que les choses se mettent en place, etc. Voilà, donc on a une expérience. On sait qu'il faut s'organiser, on sait que le dialogue est possible, qu'il faut construire des choses. Et on ne part pas de rien parce qu'effectivement, sur les données personnelles, on a aujourd'hui un cadre quand même qui existe depuis longtemps et qui permet quand même, qui donne des outils, y compris sur ça, même si tout n'est pas exactement... Il y a beaucoup de choses effectivement à faire.
Après, il y a quand même, et je dirais alors une dernière chose sur, il faut un cadre légal. Alors l'expérience, mon expérience à moi, c'est, oui, il faut un cadre légal, mais le cadre légal, ça se construit aussi. Donc quand on me dit, comme un chercheur, c'est quoi le cadre légal? Je dis oui, c'est le cadre légal, oui, mais moi, bon, c'est pas, le droit, c'est aussi fait pour être changé. Et ça, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue, parce que j'ai écrit dans un rapport en 99 qu'il fallait changer la loi sur le secret statistique, c'est la loi de 51, et on m'a dit, tu peux pas écrire ça. D'abord, on avait changé déjà la loi sur le secret statistique plein de fois, et ensuite, depuis, on l'a changé plein de fois. Et la loi informatique et liberté également, et la loi sur les archives, etc. Bon. Et aujourd'hui, on a le RGPD qui a pris aussi en compte toutes les expériences, même s'il a fallu négocier. Voilà. Après, il y a quand même effectivement des différences, et pour moi, les différences que je vois, elles sont à la fois, d'abord, que l'open data, ça ne concerne pas que les chercheurs. Ça concerne en fait l'ensemble des acteurs. Donc on a parlé de la démocratie, mais il y a aussi les aspects économiques, c'est-à-dire que les données, aujourd'hui, c'est une valeur économique. Donc on a les chercheurs, ils ne sont plus tout seuls dans cette relation, ils sont face à d'autres acteurs, à la fois qui détiennent les données et qui veulent y accéder, et qui sont des acteurs économiques dans une situation de concurrence, avec des moyens qu'en général les chercheurs souvent n'ont pas. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important en ce qui concerne particulièrement justement ces données massives. La deuxième, la question effectivement de la science ouverte. Alors j'en ai un petit peu parlé ce matin. Effectivement, je crois il y a beaucoup effectivement la question de l'ouverture des résultats, mais souvent c'est un peu ambigu quand même sur la question des sources elles-mêmes. Et ça, je pense que c'est quelque chose. On a essayé de se battre là-dessus, mais c'est pas complètement clarifié à mon avis. Voilà. Après, effectivement, on a eu une montée régulière depuis les années 70 des préoccupations sur la confidentialité des données, qui est aujourd'hui quand même très bousculée par ces plateformes. Hein. Il faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que oui, on a fait des choses, oui, on ne part pas de rien. En même temps, c'est sûr que ces plateformes, elles bousculent quand même beaucoup. Voilà. Comment est-ce qu'on va contrôler ça est loin d'être évident, probablement. Je vois Sophie qui dit si, mais bon. Voilà. Et puis, on a les transformations technologiques qui permettent, d'abord, on a mis en place on peut aujourd'hui sécuriser mieux qu'avant, etc. Mais il y a aussi les méthodes du machine learning qui posent effectivement des problèmes différents sur le traitement des données. On a beaucoup parlé effectivement ce matin. Et le fait effectivement que ces données très bien, mais comment on les conserve, comment est-ce qu'on les documente aussi, c'est un autre aspect sur lequel ça n'a pas du tout été évoqué, mais ces données, il faut aussi qu'elles soient documentées. Voilà. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup Roxane. Et donc là, je voudrais donner la parole à Olivier Bott, qui est le directeur de la très grande infrastructure de recherche Humanum, qui donc offre des services aux chercheurs. Et là, je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure en termes de nouveaux besoins en infrastructure et information. Et donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui qui peut aider le chercheur qui a besoin de nouveaux outils pour traiter ces données? Qu'est-ce qui existe en fait pour le soutenir dans cet effort? D'accord, merci. En plus, je pense que mon propos va très bien s'enchaîner avec ce qui vient d'être dit, notamment sur la question de la conservation, de la documentation des corpus, des données et des données massives. Alors effectivement, moi je peux vous parler de mon point d'observation, qui est donc la TGR Humanum, qui est une très grande infrastructure de recherche. Ça veut dire que c'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il y a 22, ça fait partie de la stratégie nationale et qui s'inscrit dans la stratégie européenne de la construction des infrastructures de recherche. Donc il y a 22 très grandes infrastructures de recherche en France. Il y en a 2 qui sont consacrées aux sciences humaines et sociales. Humanum pour les humanités numériques et Projet d'eau pour les données des grandes enquêtes quantitatives, des grandes enquêtes sociales. Alors pourquoi des infrastructures ? D'abord, pourquoi des infrastructures ? 2, est-ce que ces infrastructures sont confrontées à des big data sur les SHS ? De mon point de vue, c'est pas si évident que ça, que les SHS actuellement
fasse beaucoup de big data. Tout dépend de la définition qu'on a eue, mais on a vu qu'elle était très fluctuante depuis ce matin. Ce qui est sûr, c'est que les sciences humaines et sociales ont une tradition très forte, évidemment, à travailler sur des documents, sur des collections de documents, sur des archives, sur des corpus, et qu'avec l'avènement du numérique, c'est devenu des data, et qu'il y a actuellement beaucoup de data en sciences humaines et sociales. Et ça, il faut savoir s'en occuper. Et c'est peut-être pas la formation première, en tout cas, des sciences humaines et sociales, de savoir s'en occuper quand elles deviennent numériques. Autant on sait travailler sur des documents, des archives, encore une fois des corpus, autant travailler sur des données numériques, ça demande un outillage, ça demande des compétences autres. Alors les sciences humaines et sociales se sont développés dans cet aspect-là, avec des attraits très forts. Un premier attrait, c'était de mettre beaucoup de données ensemble et d'avoir des grandes archives multimédia. C'est un des âges du tournant des humanités numériques. Un deuxième mouvement, c'est de s'intéresser à partir de là à la modélisation. Et puis à la représentation, à la visualisation, à ce que peuvent apporter les modèles sur des données, et notamment en développant beaucoup de travaux sur des cartes, des arbres, voilà, en modélisant, et puis aussi en s'intéressant de plus en plus fort, en étroite collaboration avec l'informatique, à la modélisation et la formalisation du raisonnement. Donc il y a un glissement, si je puis dire, qui est en train de se faire important, de données de corpus à des données, et effectivement des données qu'il faut savoir conserver, stocker, documenter, archiver, rendre disponibles. Et ça, c'est là que la TGR Humanum, par exemple, apporte son soutien. Alors, c'est une infrastructure de recherche, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui apportent des services numériques, et c'est vraiment des services qui sont dédiés à la gestion du cycle de vie des données de la recherche. Et puis, à côté de ça, dans la TGR Humanum, il y a aussi des chercheurs qui réfléchissent et qui apportent aussi à la fois une approche réflexive, mais aussi éthique, juridique, en tout cas qui se posent des questions assez fortes, assez importantes sur l'utilisation de ces données et de ce que ça procure dans des constructions classiques de champs scientifiques, par exemple. Donc, et là, à partir de là, je vais vous dire, il y a plusieurs remarques que je pourrais faire. La première, c'est qu'il est très important que le chercheur sache ce qu'il fait avec ces données et qu'il soit accompagné dans ce travail-là. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout évident de savoir comment on répond à des questions de protection des données, à des questions de sécurité, que ce soit pour protéger des données personnelles, des données sensibles, ou que ce soit pour permettre ou leur conservation, leur archivage, leur diffusion. Donc il faut un accompagnement important pour des opérations aussi simples que du stockage sécurisé, si je peux dire, aussi simple. Mais quand on voit qu'on rentre très vite dans « ah oui, on voudrait du stockage, mais on veut aussi du traitement », parce que le numérique lié à l'informatique permet d'avoir des traitements très puissants et que travailler sur des données, c'est aussi les traiter, il faut là des compétences technologiques. Et si j'ajoute des injonctions du type on veut en même temps les diffuser, voire leur permettre leur réutilisation dans un contexte effectivement d'open science, par exemple, cité ce matin les principes FAIR qui sont en train d'avoir une prégnance très forte en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire que les données soient facilement accessibles, facilement trouvables, soit accessibles, soit interopérables, soit réutilisables. Donc d'un côté, on demande aux chercheurs de faire ça, et nous, à la TGR Humanum, on équipe les données en sciences humaines et sociales pour ça. C'est-à-dire qu'on apporte des services pour que des chercheurs qui viennent avec des données puissent les rendre compatibles avec l'ensemble de ces principes-là. Et en même temps, on doit leur apporter tout le soutien pour prendre en compte les aspects juridiques et éthiques, ou juridico-éthiques, effectivement. Et là, on a le soutien des services juridiques du CNRS, le lien avec la CNIL, on a le soutien maintenant de la déléguée aux données personnelles du CNRS, avec qui on travaille, sur quels sont les soutiens à apporter. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à côté de ça, il y a actuellement en SHS une toute petite partie, mais qui grossit, de gens qui travaillent vraiment sur ce qu'on appelle le big data, plutôt en informatique, c'est-à-dire sur des données vraiment massives, où il n'y a pas d'échantillonnage, où ce qui est important, c'est la masse. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit ce matin, et où là, c'est la puissance des traitements, notamment avec l'intelligence artificielle au sens large, qui est important, qui est un cas pour l'instant particulier, mais qui est un cas qui est en train de se développer lourdement, d'autant plus que
si je regarde ce qu'on produit à la TGR Humanum, c'est qu'en fait, en permettant que toutes ces données de sciences humaines et sociales, qui ne sont pas forcément très grosses, mises ensemble, elles deviennent, et mises ensemble dans une perspective d'interopérabilité, elles deviennent elles-mêmes, pour le coup, des big data. C'est-à-dire qu'on produit des big data. Je vous passe aussi sur le fait que, quand on parle d'anonymisation, s'il y a un acteur qui souhaite ne pas être anonyme, c'est bien le chercheur, qui souhaite au contraire être le plus visible possible numériquement et qu'il puisse être identifié tout de suite avec des identifiants stables, pérennes, alors que c'est lui le demande, les institutions le demandent. Donc on produit aussi des données de ce type-là actuellement et qui apportent là aussi un lot de traitements qui rendent ces données encore plus complexes. Donc dans ce cadre-là, plus que jamais, j'allais dire, on a besoin de réflexion, d'une démarche éthique, juridique, mais avec la plus grande anticipation possible. S'il y avait un seul message à faire passer aujourd'hui dans le travail qu'on essaie de faire avec les chercheurs, c'est de les accompagner dès le début, d'anticiper ces questions-là, mais aussi pour leur rendre la main, y compris pour leur rendre la main et leur rendre la main quand ils veulent rendre la main aux acteurs de la société. C'est là peut-être le rôle des infrastructures actuellement. En tout cas, c'est les enjeux tels qu'on les voit actuellement. Je voudrais, pour terminer, un dernier point. Quand je disais qu'il n'y a pas énormément de big data, les infrastructures sont très importantes parce qu'il y a des enjeux technologiques aussi, et on l'a vu sur la puissance de calcul. Là-dessus, je voudrais vous rassurer. Pour l'instant, ou en tout cas c'est un appel, pour l'instant, dans ce qu'on offre à Humanum comme puissance de calcul, il n'y a aucun projet de recherche qui arrive à la cheville des demandes qui se font dans d'autres sciences, notamment je parle en astronomie, par exemple, en physique nucléaire, et ainsi de suite. Donc les sciences humaines et sociales balbutient encore sur un côté des big data, et pourtant c'est peut-être elles qui sont les mieux équipées pour avoir une démarche réflexive, pour savoir ce qu'on fait avec les données, en tout cas pour contribuer à cette démarche-là sur les aspects éthiques, sur les aspects juridiques, dans des enjeux importants et dans ce qu'elles construisent. Ok, très bien. Je pense que comme le temps avance, on va peut-être prendre quelques questions de la salle et puis éventuellement continuer.